Et remonter vers le nord, où après notre deuxième ravitaillement, nous serons donc 6 chasseurs. C'est sur le flanc est que les Européens seront maîtres chez eux, ou au contraire seront le jeu des grandes puissances impériales non européennes. On va dire qu'on simplifie un petit peu cette chose-là en disant qu'il y a 3 types de conflits. We are pretty far north and one of the most northern air bases in NATO. J'ai tourné à droite au 5608 nord-est. Nous allons nous poser avec un dispositif d'avions de chasse, d'avions ravitailleurs, d'avions A400 pour du transport. Salut tout le monde, ici Mister Geopolitics, bienvenue dans le Grand Nord suédois pour cette nouvelle aventure géopolitique. Pour ce reportage, je vous propose 2 choses. Premièrement, que l'on comprenne mieux les grands enjeux géopolitiques qui se dessinent en Europe, compte tenu de l'actualité internationale particulièrement mouvementée. Et deuxièmement, que l'on connaisse mieux un outil que possède la France, un ensemble de 3 types d'avions qui se complètent très bien, un triptyque très polyvalent qui permet notamment de répondre à ce genre de contexte. Pour débuter ce reportage, j'ai besoin d'un point de départ et pour ça, on va rembobiner quelques jours en arrière en France. Bienvenue à tous ainsi qu'aux nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne. Pour rappel, vous venez de cliquer sur un des formats de vidéos que je réalise sur YouTube. Celui-ci s'appelle l'aventure géopolitique et il s'agit de reportages sur le terrain. Je me donne une définition de la géopolitique volontairement large pour pouvoir explorer plein de thématiques passionnantes. Derrière chacune de ces grandes thématiques, voici les sujets sur lesquels j'ai pu travailler jusqu'à présent et qui sont dispo sur ma chaîne. Il y en a plein d'autres qui arrivent, donc si la démarche vous plaît, vous pouvez vous abonner pour ne rien louper et me rejoindre sur TikTok, Instagram et LinkedIn, il y a plein de choses qui s'y passent. Arrivé sur la base aérienne d'Istres au lever du soleil, je m'apprête à embarquer pour les 3 premiers jours d'une mission qui va en durer 10. Pégase, Grand Nord. Tout le monde s'active sur le tarmac, j'en profite pour prendre des infos sur ce qui m'attend. Alors la mission Pégase Grand Nord est une mission à plusieurs facettes. La première, c'est une projection de puissance dans les pays scandinaves, en mer Baltique. Nous allons nous poser avec un dispositif d'avions de chasse, d'avions ravitailleurs, d'avions A400 pour du transport et avec un AWACS qui nous accompagne. Nous allons nous poser en Suède. Et puis, dans les jours qui viennent, nous allons passer dans la phase 2, donc une phase plutôt de partenariat avec les Suédois et les pays scandinaves, Norvège et Finlande, pour effectuer différentes missions aériennes. Une 3e étape nous emmènera jusqu'en Pologne pour travailler avec les partenaires polonais, avec l'OTAN, avec les forces françaises déployées en Estonie et en mer Baltique. Et une 4e étape en Croatie pour conclure les 10 jours de la mission Pégase Grand Nord. Vous comprenez que cette mission a été créée pour mobiliser un grand nombre d'acteurs engagés dans le contexte géopolitique particulier du flanc est de l'Europe. On va bien sûr avoir l'occasion d'en reparler, mais pour le moment, faut se presser, l'embarquement à bord de l'avion ravitailleur A330 MRTT commence. Le MRTT, ça signifie Multi-Role Transport Tanker. Donc le but de cet avion, quand il a été créé, l'objectif c'était vraiment d'avoir un avion extrêmement polyvalent qui puisse donc faire différentes missions. La première étant donc le ravitaillement en vol. Donc là on va chercher à ravitailler des receveurs, qu'ils soient français ou étrangers. Ça peut être des receveurs de type léger, donc plutôt type avion de chasse, ou au contraire des avions lourds, type transporteur, par exemple l'AWACS en France. Donc l'avantage du MRTT, c'est qu'il s'agit d'une cellule qui est totalement similaire à celle d'un avion de ligne civile, avec des sièges à l'intérieur. Donc on a 2 configurations, une qui s'appelle Max Fuel, avec 88 sièges, et une autre qui est au contraire faite pour emporter un maximum de passagers, avec 272 places dans l'avion. Toute la force du MRTT réside dans le fait que le fuel se trouve dans les ailes et sous l'avion. Donc on peut à la fois combiner l'emport de passagers et le ravitaillement en vol. C'est une mission assez particulière comme vous allez le constater, Pégase Grand Nord. On va vous donner un peu le détail de la mission. On a du temps, on a 6 heures devant nous, donc on a quand même pas mal de temps pour parler de tout ça. Aujourd'hui, on a quand même un objectif principal, c'est de réassurer nos partenaires, leur montrer qu'on est capable en quelques heures de se déployer avec des avions d'armes, tout un dispositif d'avions avec des capacités de surveillance, des capacités d'agir. Et en fait, c'est bien ça notre objectif aujourd'hui, c'est de démontrer qu'on est capable de le faire. La particularité de ce raid, c'est qu'il vient de plusieurs origines, puisque vous avez des avions, nous on a décollé de Istres ce matin, vous avez des avions qui décollent de Nancy, de Saint-Dizier, de Mont-de-Marsan pour la partie chasse, on a un AWACS qui nous suit, qui décollera d'Avord. Donc en fait, toutes ces bases mères, j'ai envie de dire, on va tous converger vers un point commun et on va faire ce raid de plusieurs milliers de nautiques. J'ai eu l'occasion de rejoindre le cockpit du ravitailleur et d'écouter les communications entre les différents aéronefs.
On continue d'avancer vers le point de rendez-vous. Cela me laisse le temps de vous introduire le sponsor de cette vidéo. Si vous appréciez le thème de ce reportage et la stratégie militaire, vous serez ravis, car ce jeu de bataille navale multijoueur, dynamique et immersif, mise sur le réalisme et propose plus de 750 navires très détaillés, un vrai musée virtuel. Le jeu est disponible sur plusieurs plateformes, mais gratuit uniquement sur PC. J'apprécie énormément les graphismes de la mer, les conditions météo qui évoluent et les environnements sauvages avec lesquels vous devrez composer. Visuellement, c'est très esthétique. Un peu comme ce qui vient d'apparaître derrière la vitre du cockpit où je me trouve. Les premiers rafales viennent justement de nous rattraper. Vous pourrez d'ailleurs utiliser l'aviation comme un des 3 types d'armements disponibles avec l'artillerie et les torpilles. 5 classes de navires vous sont proposées, du destroyer au porte-avions. Tous sont basés sur de vrais navires du début du XXe siècle ayant appartenu à plus de 13 nations différentes. Ce n'est pas un jeu de tir énervé. Si vous souhaitez remporter la bataille, il va vous falloir réfléchir et anticiper les mouvements de votre adversaire dans un environnement époustouflant mais impitoyable. Un code en description vous permet de débloquer des avantages, donc n'attendez plus et rejoignez la communauté des joueurs passionnés d'histoire et de stratégie militaire en jouant à World of Warships. On nous apprend pendant tout notre parcours de surtout pas toucher un autre avion, et là on nous incite à le faire. Donc c'est déjà un effet psychologique un peu spécial. La deuxième chose, c'est que là, ce sont, vous doutez, des images GoPro. Ça a tendance à mettre un peu tout plutôt de loin, puisque ça élargit. La vérité, c'est qu'on a l'impression d'être extrêmement proche, et donc nous, d'être une petite crevette à côté d'une immense baleine. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ça va vous paraître extrêmement souple. Vous allez, pareil, pas trop avoir d'impact. Mais quand vous êtes dans l'avion, en fait, il y a quand même vous sentez un choc, puisqu'il s'agit quand même d'accrocher. Et ensuite, il y a des débits. Donc dites-vous qu'on prend quelque chose comme 1 tonne minute de pétrole. Souvent, vous ravitaillez, vous êtes dans une situation un peu stressante. Vous êtes à la fin du pétrole. Et quelque part, si vous ratez, un peu comme celui qui a ponte sur son porte-avions, les marins en parlent beaucoup et c'est légitime. Bah nous, c'est la même chose. Quand on va ravitailler, souvent, c'est que c'est un peu un des derniers moments. Sinon, après, il va falloir qu'on s'en aille. Comme vous imaginez, la consommation de ces avions est extrêmement élevée. Et il arrive un moment, si vous voulez rester dans les airs, il faut que vous puissiez remettre de l'essence dans l'avion. Et c'est là où le ravitailleur intervient. Et donc, c'est le MERTT, qui est un nouvel avion qui peut porter beaucoup de pétrole et qui peut permettre justement à ces avions de voler très longtemps, parfois jusqu'à 10 heures, c'est-à-dire ça peut être le pilote qui est fatigué avant justement l'usure de la machine. Et le Rafale, dans cette configuration, avec ce triptyque Airbus A330 et A400, est capable de voler plus d'une dizaine d'heures. Donc on peut traverser évidemment toute l'Europe, aller jusqu'en Asie d'une traite. On est capable de faire des missions aller-retour. On l'a démontré dans certaines missions très spécifiques. Je pense notamment aux opérations en Libye, où on partait depuis l'Hexagone. Je pense aux missions au Moyen-Orient, où on part de l'Hexagone et on fait l'aller-retour. Donc cette capacité, elle est quotidienne. On la pratique et on s'entraîne assez régulièrement. J'en prends plein les yeux. Les ravitaillements s'enchaînent tel un balai aérien, et cette fois-ci, cela se passe sur un MRTT britannique qui se joint au convoi aérien alors que l'on survole la mer du Nord en direction des côtes scandinaves. Difficile de trouver l'avion radar dans l'immensité du ciel, il m'est apparu furtivement seulement à ce moment-là. Et puis il y a un avion qui est un petit peu plus discret mais qui est aussi essentiel, ce sont effectivement les AWACS. Les AWACS, qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de radars en France, mais quand vous sortez en dehors de la France, il n'y a plus ces radars. Donc en fait, on a un radar volant qui permet d'assister ces avions et qui leur permet de donner ce qu'on appelle dans le jargon la picture, c'est-à-dire en fait tout ce qui vole aux alentours du Rafale et qui va lui dire attention, là vous avez un avion en rapprochement, mais c'est un ami, ou attention, vous avez un autre avion en rapprochement, mais c'est pas forcément un ami, il va vous faire du mal. Et dans ce cas-là, évidemment, vous allez être prévenu et pouvoir réagir en conséquence. Les équipes continuent de nous briefer pendant 1 heure sur les spécificités de l'outil militaire aérien. C'était absolument passionnant, j'aurais pu y rester des heures. Avec tout ça, je m'étais pas rendu compte, mais à plusieurs kilomètres sous nos pieds, le paysage a changé. On commence à rejoindre cette région qui m'intéressait tant pour ce reportage, et donc avant d'atterrir, je me remémore les mots de Cyril Bray que j'ai interviewé avant de partir. Qu'est-ce que c'est le flanc est de l'Europe ? C'est une zone géographique et un enjeu stratégique qui va de l'océan Arctique au nord jusqu'à la Méditerranée orientale au sud, en passant par toute une série de régions, la mer Baltique, l'Europe centrale, la mer Noire,
les Balkans et même le Caucase. C'est aussi le flanc Est, un enjeu stratégique, ou plus exactement une espèce de chapelet ou de série d'enjeux stratégiques, parce que c'est dans ce flanc Est que les Européens sont en contact avec leurs autres, avec lesquels ils vivent en symbiose, en affrontement, en tension, en conflit ou en coopération depuis des siècles. Dans tous ces espaces, les Européens sont confrontés à des risques, sont confrontés à des défis et à des crises potentielles, des crises migratoires, des flux légaux et des flux illégaux. Cette zone du flanc Est comporte évidemment également des risques en matière énergétique. Depuis très longtemps, l'Europe est sous perfusion des hydrocarbures, gaz, pétrole et des minerais qui viennent du grand espace eurasiatique. Et puis, désormais, depuis la guerre d'Ukraine 2022, depuis les différentes crises qui ont émaillé les relations avec la Russie, le flanc Est, c'est évidemment une zone de contestation territoriale. Les Européens croyaient en avoir fini, en fait, avec les guerres visant à la conquête de territoire ou conduisant à la perte de territoire. Bien, sur le flanc Est, à divers titres, les Européens sont confrontés avec leur propre histoire, celle des conquêtes territoriales et celle des expansions impériales. Fin de cette première journée incroyablement dense. La première étape du raid est validée et il va me falloir quelques heures pour redescendre et digérer tout ce qui s'est passé. Une fois les avions stationnés sur le tarmac pour la nuit, tout le groupe quitte la base et on rejoint la ville de Luleå en coupant par les forêts suédoises. Le lendemain, je profite d'un point de vue, non loin de là, pour m'imprégner de l'ambiance typique de ces grandes étendues qui sont gelées une partie de l'année. Mais aussi pour mieux prendre du recul sur là où l'on se trouve. L'idée de cette journée pour moi, c'est de mieux comprendre les enjeux géostratégiques de la région. Can you tell them a little bit about the location of Luleå, where we are and what's the specificity of this place? Absolutely. We are in the far north of Sweden in a city called Luleå, in the northern part of Gulf of Bothnia. So we are pretty far north and one of the most northern air bases in NATO. The geostrategic position of Kallax Air Base is, as I see, is pretty important because from an air defense or air operation perspective, the range to the NATO or Finnish border to the east is quite the optimal range to launch air operations from. And of course, the close proximity to the Kola Peninsula, which is a very strategic place for Russia, is of course important. Alors, le concept géopolitique de flanc Est de l'Europe, c'est un fourre-tout. On le voit bien avec la diversité des zones géographiques, on le voit bien avec la diversité des acteurs. Le flanc Est n'a pas d'unité. En revanche, ce qui justifie la création de ce concept géopolitique de flanc Est de l'Europe, c'est des constantes diplomatiques, des constantes militaires pour les Européens. Tous les acteurs de la zone veulent construire un contrôle sur la zone. Le flanc Est, c'est un enjeu d'hégémonie. Pour la Russie, le flanc Est, c'est la zone de la perte d'influence, c'est la zone de son déclassement géopolitique. C'est là où l'Union européenne, c'est là où l'OTAN s'est étendue aux dépens de l'ancien bloc soviétique et aux dépens de l'influence russe. Donc on voit que l'enjeu là, c'est vraiment la reconstruction d'une hégémonie. Pour les États-Unis, le flanc Est, c'est la zone de ce que désormais les administrations américaines appellent leur fardeau historique. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, dans le flanc Est de l'Europe, les États-Unis ont implanté leur parapluie nucléaire, parapluie stratégique et parapluie économique. Et aujourd'hui, le flanc Est, c'est le lieu d'une grande interrogation stratégique pour les États-Unis. Rester ou ne pas rester, payer son hégémonie ou ne pas payer son hégémonie. Et puis, nouveau venu, si j'ose dire, ou en tout cas acteur un peu inattendu de la zone, c'est la Chine. On pense que le flanc Est de l'Europe, c'est très loin de la Chine. Pas du tout. Vu de Pékin, le flanc Est de l'Europe, que ce soit au nord, au sud ou au centre, c'est la dernière étape des routes de la soie. C'est le terminus, si j'ose dire. C'est ce qui fait. C'est la zone dans laquelle le plus grand exportateur du monde, la Chine, est en communication, est en relation avec la deuxième grande économie de l'Eurasie, l'Union européenne. Mais il y a une différence en fait. Le principal acteur, ce sont les Européens, et eux jouent leur survie, leur prospérité, leur vie quotidienne, alors que les autres jouent leur posture géopolitique mondiale.
We are in a very difficult context, as everyone can notice. Since 2022 and even 2014, we have witnessed the Russian aggression on Ukraine, so we have to take this into account for sure. But I would like to stress that what we are doing these days together, France and Sweden, is really what we consider as the new normal. The fact that we train together, that we deploy, this time us French assets here in Sweden, next time probably Swedish assets coming to practice in France. This is really routine, getting routine, and it's very easy in practice. So the context has changed, we're adapting, but we are staying quiet, we are staying defensive. This is absolutely new normal. Yes, I'm sure that we have the same view on the situation. For Sweden, a way to adapt to this is joining NATO and cooperate with other nations to form our capabilities and our plans together in order to deter and to defend. L'activité aérienne s'intensifie dans le ciel et ça s'agite sur le tarmac. Alors que je reconnais instantanément la silhouette arrondie des Rafales qui nous ont escortés la veille, je découvre les lignes droites du Gripen suédois. Je profite d'avoir deux généraux sous le coude pour leur demander en quoi ces deux outils permettent à la Suède et à la France de travailler ensemble. The Gripen aircraft and the Rafale aircraft, it's two very similar but also different aircraft. The Gripen aircraft is a Swedish-built aircraft that is built for purpose in Sweden, and one of the strengths with the Gripen aircraft is its capability to operate from dispersed location on short and narrow runways in the Swedish forests. So the Rafale is an omni-role aircraft. Of course, it's a bit bigger because it has to be able to carry up to the nuclear armaments. It's been designed for a few decades now, and it's fully mature. We also have a Navy version, as you know. But as the General said, what is important to realize is that it's very easy for them to operate together. We can do mixed formations, we can do mutual support, we can do air-to-air, air-to-ground. And differences is also something we are looking for everywhere when it comes to air power. Because true air power it comes when you combine different competences from personnel and also different platforms and aircrafts to cover for weaknesses and to use each other's strengths. Évidemment, chaque aviation, chaque arme de l'air va un peu correspondre aux ambitions géopolitiques du pays. La Suède, avant c'était un pays neutre qui vient de rejoindre l'OTAN pour des raisons évidentes, mais voilà, on ne peut pas dire qu'ils aient une ambition géopolitique démesurée. Et donc ce qui les intéresse, c'est d'abord de conserver la souveraineté au-dessus de leur État. Et donc ils ont développé toute une série d'avions d'ailleurs au cours du temps pour pouvoir le faire. C'est toute une série d'avions qui leur permettait en fait d'être autonomes, d'être indépendants et de pouvoir assurer leur propre souveraineté au-dessus de leur territoire. La France, elle est dans un autre cas. La France, c'est d'abord un des pays du Conseil de sécurité, donc qui a des responsabilités à travers le monde. Et puis c'est aussi un pays qui a encore des territoires outre-mer, donc qui a énormément de Français qui sont répartis tout autour du globe, et qui, à ce titre, voilà, a une responsabilité, on va dire, globale. Donc pour avoir une responsabilité globale, il faut être capable d'intervenir partout dans le monde. Et c'est dans ce sens-là qu'on a notamment développé ce triptyque qui permet justement de pouvoir intervenir assez rapidement à l'autre bout de la planète et qui permet à la France justement d'avoir cette autonomie stratégique et en tout cas cette ambition mondiale. Les pilotes français et suédois s'arrachent de l'attraction terrestre dans un puissant vacarme à bord de leur monture métallique pour un après-midi d'entraînement. Dans quelques minutes, ils seront bien loin d'ici, à travailler ensemble au-dessus des forêts encore partiellement enneigées. Je les observe disparaître avant de faire un tour sur la base, qui est devenue depuis bien silencieuse, en attendant leur retour. Le flanc Est, en ce moment, en 2025, c'est vraiment la zone de test. C'est vraiment là où les Européens doivent faire leurs preuves. Ils ont un certain nombre d'épreuves défensives, de tests défensifs à relever. D'abord, dans l'immédiat, ils le font depuis 2022, ils le font depuis 2015 en fait, résister à l'invasion russe de l'Ukraine, soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Ça, c'est vraiment un test défensif extrêmement difficile. Protéger la souveraineté d'un pays qui n'est pas un pays de l'Union européenne, mais qui est un pays qui souhaite devenir européen, sans entrer en guerre avec la Russie, sans entrer en confrontation directe. Et la difficulté défensive, le test défensif est redoublé par le fait qu'ils doivent continuer à soutenir l'Ukraine sans se faire marginaliser par les États-Unis et par l'administration Trump 2. Donc c'est vraiment un test défensif très compliqué.
qui se doublent pour eux de tests quotidiens d'incursion, d'intervention, d'ingérence et, pour tout dire, de chantage à l'énergie, aux migrants, aux flux maritimes ou au cyberespace. Donc vraiment, ils sont soumis dans toute cette zone, dans toutes ces zones, les Européens, à un test de vigilance et de protection de leurs propres intérêts. Et donc, en fait, les tests défensifs, ça n'est rien d'autre que l'autre visage des tests offensifs. En fait, dans cette zone-là, dans cet ensemble de zones-là, les Européens doivent apprendre à assumer leurs intérêts, à poser leurs intérêts, à les définir, à les revendiquer et à les promouvoir. C'est là où, en fait, l'Europe pourra éventuellement devenir une grande puissance. Dernière journée de tournage, et celle-ci va me permettre de découvrir le troisième acteur de ce triptyque aérien. Un déplacement avec l'A400M est justement prévu et j'ai été gâté. Ils m'ont trouvé une place à bord. D'autant qu'il ne volera pas seul. Les chasseurs Gripen et Rafale vont profiter de ce déplacement pour travailler à nouveau ensemble, notamment sur le ravitaillement en vol, mais depuis un avion de transport cette fois-ci. Je croise rapidement un des personnels navigants avant qu'on embarque. Je suis lieutenant Thibault et je suis NOSA dans l'armée de l'air, donc navigateur officier système d'armes. Donc c'est le personnel navigant qui est en place arrière sur les Rafale biplaces qu'on voit juste ici. Donc le ravitailleur il est essentiel pour nos missions, notamment dans les missions où on cherche à aller loin. C'est certes un vrai plus, mais c'est pour les pilotes c'est une mission très difficile. C'est une mission en elle-même dans la mission parce que c'est aller chercher avec un petit bout, une élongation de l'avion, un panier qui fait 1 mètre de diamètre à peu près, en plein vol à peu près 600-700 km/h. Donc c'est vraiment une prouesse technique pour eux. Et c'est toujours très difficile, donc les pilotes savent rester humbles devant cette tâche. L'A400M, il est au transport ce que le Rafale est à la chasse. Entendre par là que c'est un couteau suisse, c'est un outil moderne qui permet de réaliser aujourd'hui tout le spectre des opérations qu'on attribuait à l'époque aux transporteurs tactiques. Mais tout ça en mieux, plus loin, plus vite, plus efficace. On peut aller jusqu'à 35 tonnes de fret, on peut charger jusqu'à 116 personnes d'un coup, on peut mettre jusqu'à 9 palettes autant, pour information, et jusqu'à 35 tonnes, donc après il n'y a plus que la limitation en volume de la soute, sachant que là pareil on peut aller très loin. Pour ce qui est de la longueur de piste utilisée, la première chose c'est que la 400 peut faire du terrain sommaire, donc c'est-à-dire du semi-préparé, donc sur du sable, de l'herbe, etc., chose que ne peut pas faire un avion de ligne. Ce qui lui permet de faire ça, c'est qu'en fait, il a de nombreuses roues sur lesquelles son poids, qui est quand même conséquent, je rappelle 141 tonnes maximum au décollage, est réparti sur 14 roues. Donc c'est ce qui lui permet de répartir son poids. Maintenant, pour les distances, la 400M en ordre de grandeur va avoir besoin de 1000-1500 mètres. Et tout ça va dépendre de son chargement. Plus vous mettez dedans, plus il y aura besoin de distance. En ordre de grandeur, 1000-1500 mètres suffisent pour décoller. Et pour atterrir, c'est moindre, on peut passer en dessous de 1000 mètres, puisqu'on peut passer dans des catégories de vitesse très basses. Tout ça comparé à un avion de ligne qui aura besoin, lui, d'une piste de 2000 ou 3000 mètres. Donc encore une fois, polyvalence pour apporter le besoin là où il est au plus près du besoin, si vous voulez. Ça veut dire que là, la 400, dans une certaine mesure, a fait de la logistique. Il a transporté des bombes pour les Rafales, il a transporté les rails, il a transporté les pneus de rechange pour tout ça, et toute la partie donc, mécanique qui permet de soutenir l'effort de guerre. Et ensuite, une fois qu'on est déployé, nous-mêmes, on va venir réaliser des opérations, que ce soit en soutien des troupes au sol et forcément appuyé par les chasseurs. Et c'est d'ailleurs un de nos axes principaux d'entraînement aujourd'hui, dans ce cadre de la guerre de haute intensité, où la mission de transport, qui vise à larguer des parachutistes par exemple, larguer du matériel sous éjection, ou bien poser sur un terrain sommaire et y larguer ou récupérer des forces présentes. Tout ça, ça doit se faire appuyer par des avions de chasse que sont les Rafales, qui pour tenir en l'air se font ravitailler par le MRTT, parce que forcément, aujourd'hui, les opérations s'envisagent dans un environnement contesté par d'autres avions de chasse, par d'autres ravitailleurs et par éventuellement d'autres transporteurs. C'est ici, à bord de cette A400M, que je vous dis au revoir. Le tournage n'est pas complètement fini, mais j'ai besoin de me mettre dans ma bulle pour me concentrer une dernière fois sur cette ultime séquence qui nous attend avant le clap de fin. Ouvrez grand les yeux, on va vivre un moment d'exception qui va être difficile d'oublier. Merci d'avoir été à mes côtés pour cette immersion, c'était un vrai plaisir de découvrir cette thématique avec vous. Merci encore à toutes les personnes qui ont rendu ce reportage possible, et je vous dis à la prochaine.